Parce qu'il est un peu oublié, Claude Simon. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Parce que c'était un grand lecteur. Quand il est rentré de la guerre, il a lu tout Balzac, tout Joyce, etc. Et en fait, c'est vraiment un styliste de dingue, quoi. Et il a vraiment renouvelé la manière d'écrire, quoi. Il a renouvelé le genre du roman. Et c'est inimitable, quoi. Claude Simon, quand on lit du Claude Simon, on sait que c'est du Claude Simon. C'est assez dingue. Là, je peins ce qui reste de l'acacia. Ça symbolise, parce que toute l'œuvre de Claude Simon, elle est sur la mémoire. Il essaye de se souvenir de son expérience traumatisante de la guerre, fait en 1939, de la Seconde Guerre mondiale. Il a été réquisitionné, il a été envoyé à l'est de la France, là, pour barrer la route aux Allemands. En fait, il s'avère que son père a aussi fait la guerre, sauf qu'il a fait la guerre de 14-18. Et il est mort, pareil, assassiné dès les premiers jours de combat, au bout de 2 ou 3 jours. L'acacia, ça renvoie à toutes ces ramures, à cette histoire familiale. Et parce que dans Acacia, tu as le A, le C, le A, le C et le A qui reviennent comme une répétition entre le destin de son père et son destin à lui, dont il a échappé à la mort, mais ça aurait pu être une répétition calquée de la même histoire que son père. Et donc dans l'Acacia, donc dans tous ses romans, il reprend toujours les mêmes sujets. Et dans l'Acacia, il y a la scène où son père part sous ce porche là, voilà, avec toute la famille. Claude Simon est encore enfant et il le voit partir à cheval avec sa mère, descendre la rue de la Cloche d'Or, prendre la grande rue et monter jusqu'à la gare de Perpignan. Et il cite jamais Perpignan, etc. Pour toucher une sorte d'universalité, mais quand on est de Perpignan, vu qu'il décrit très bien les lieux, les endroits, les bâtiments, etc., on peut les reconnaître, quoi. Ou plutôt quelques cantines, un de ces baraquements américains plantés ou plutôt posés sur la boue du carrefour de ce qui avait été autrefois des routes, maintenant crevés de fondrières dans lesquelles se dandinaient et rebondissaient sauvagement les camions, où parfois le chauffeur leur permettait de monter, les deux sœurs debout sur le plateau, renvoyées d'un côté à l'autre, se cramponnant aux ridelles, la femme et l'enfant dans la cabine. Le chauffeur, c'était un jeune appelé qui attendait sa démobilisation, manœuvrant habilement pour éviter les nids de poules tandis qu'il observait avec curiosité du coin de l'œil le profil obscur de la femme en deuil se découpant sous le crêpe transparent, à la fois impérieux et outragé, empreint de cette orgueilleuse et inflexible détermination qu'on peut voir sur les médailles aux vieilles impératrices ou simplement aux folles. Bon, moi, je pourrais continuer des heures, mais je ne sais pas si... Tu ne sais jamais trop où s'arrêter quand on commence une phrase de Claude Simon. C'était une femme encore jeune, là, on part ailleurs. Mais là, je crois que j'ai lu une phrase, en fait. Hein. C'est l'inverse d'un auteur, en fait, ennuyeux, et c'est l'inverse d'un auteur aristocratique, hautain. C'est plutôt un auteur qui... extrêmement dispendieux, c'est un auteur extrêmement généreux. Là, c'est un régime narratif avec des gros moteurs, il donne beaucoup. Et c'est dans ce beaucoup-là qu'il y a parfois une difficulté à tout capter et parfois même à le suivre. En plus, c'est un auteur qui demande quand même des formes de concentration parce qu'il y a des pivots, il y a des relances qui se font à partir d'un mot qui pivote, ça revient, etc. Et voilà, je me disais ça. Et c'est pas du tout un auteur qui est difficile dans sa posture. C'est beaucoup plus... il y a une abondance et une profusion. C'est l'auteur de la profusion quand même. Mais c'est vrai que ça se joue, je pense, chez Claude Simon à l'échelle de la phrase. En fait, tu l'as dit. Et, en fait, c'est une générosité qui se fait sur fond d'inquiétude. C'est-à-dire l'inquiétude de ne pas arriver à rallier le monde, à adhérer, à le dire
dans son entièreté ou à manquer quelque chose d'une expérience sensorielle. C'est pour ça qu'on a toutes ces figures de correction, d'autocorrection, ou plutôt, etc. Ouais. Et sans compter qu'en plus on rajoute, et là ça rejoint peut-être la question des collages, en fait, toute la dimension de montage, montage temporel des différentes époques. Dans la route des Flandres, avec les chevaux, on peut passer d'une course hippique à la débâcle de 1940, après on peut passer même aux Atrides, à des figures tragiques de l'Antiquité. Et c'est vrai que tout ça crée cette complexité, il y a une façon une phrase qui se ramifie comme ça. Mais c'est vrai que ça se joue peut-être sur cette anxiété de ne pas parvenir à tout dire exactement. Et moi, ce qui me touche le plus, et parfois vraiment, je trouve que c'est vraiment bouleversant, je trouve, c'est que c'est une écriture du tâtonnement. Et j'aime ça. J'aime qu'en fait, c'est vrai qu'il faut se mettre dans sa trace. Et c'est une écriture qui sinue, qui tâtonne, qui se reprend, qui hésite et qui repart et qui va toucher autre chose. Et voilà, c'est pas du tout l'écriture autoritaire, affirmative, c'est comme ça. Parfois, ça vacille, ça titube, ça se reprend, ça continue. Tout d'un coup, ça va très très vite sur 2 ou 3 pages. Et puis ça, voilà. Et c'est quand même extrêmement charnel aussi. Ça, c'est bouleversant, je trouve. Peut-être qu'on peut commencer la discussion en parlant de l'influence de Claude Simon que tu as perçue dans Perpignan et la vision de Perpignan que tu trouves dans le de Simon, puisque tu as grandi dans la ville. Tout à fait. Mais je ne l'ai pas du tout découvert quand j'étais à Perpignan. Je ne sais pas si c'est par rejet ou parce que dans la ville même, on parle très peu finalement de Claude Simon et que à part une vague plaque commémorative à l'endroit où il a vécu. Et à Sals aussi, on parle très peu de lui et du coup, j'ai dû attendre d'être à Paris pour entendre parler même de Claude Simon. Et j'ai pas eu envie de le lire tout de suite. Je me suis beaucoup intéressée aux nouveaux romans, notamment à Rob Grillet, que j'ai beaucoup étudié, à Marguerite Duras, aux nouveaux romans aussi au sens large. Et j'avais une méfiance envers Claude Simon, peut-être parce qu'il venait de la même ville que moi et que j'écrivais. Un concurrent, et puis... non, pas un concurrent. Je me demandais comment il allait traiter le paysage. Je savais que c'était un romancier de la description, etc. Et j'avais un peu peur de comment j'allais retrouver les lieux. C'était un peu une méfiance de comment traiter les lieux qu'on a connus. Et finalement, un lieu qui était très intérieur pour moi, le retrouver dans un livre des éditions de Minuit, c'était un peu intimidant, je crois. Et donc, j'ai eu du mal à me mettre à la lecture de Claude Simon. C'est arrivé assez tard et j'ai commencé par Le Vent parce que la tramontagne, c'est quelque chose qui, en ayant grandi à Perpignan, m'intéressait sur la matière d'écriture justement du mouvement. Et ça a été une révélation. Et aussi de retrouver des lieux qui étaient à la fois connus mais jamais nommés. Et comment Claude Simon parvenait à décrire un lieu par toutes ses possibilités d'être, notamment par l'usage de la parenthèse. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans le tramway qui m'a beaucoup marqué. Et donc l'usage de la parenthèse comme possibilité d'un monde dans le monde, c'est ça? C'est ça, et en même temps comme négation, en fait, il l'utilise aussi de manière très imaginative, de tellement de manières différentes que c'était passionnant, et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Et avec le participe présent aussi, tous ces « en » qui créent un temps qui est complètement indéfini, qui pourrait être, qui pourrait ne pas être, et toute une infinité de possibles. Et c'est ce mouvement-là, c'est quelque chose qui a beaucoup nourri mon écriture, mais aussi mon imaginaire et mon lien à Perpignan. Et ça m'a aussi aidé à revenir à Perpignan différemment. Revoir les lieux justement qui sont évoqués mais jamais nommés. Tout à fait. Et notamment pour le tramway, c'est quand j'ai lu ce début de tramway où il cite jamais la ville mais les rues, le boulevard
Kennedy, si je dis pas, oui, le boulevard Kennedy et d'autres lieux et tout ce chemin du tramway, j'ai eu l'impression de voir la ville et je me suis mise à douter même qu'il y avait encore ce tramway et que j'avais pu le prendre alors que je savais très bien que c'était un bus et voilà, ça m'a donné une impression d'irréalité en même temps de présence très forte de Claude Simon dans la ville de Perpignan. Il y a très peu de gens capables de dramatiser la littérature en France. Merci à celles et ceux qui m'ont invité. Bon, je vais vous parler des corps conducteurs maintenant. Ce qui est fascinant dans les corps conducteurs, c'est que c'est un livre que Simon a écrit immédiatement après Orion aveugle, dans la foulée pratiquement. Les corps conducteurs est une expansion de Orion aveugle, qui est une sorte d'essai sur les images, comme vous l'avez plus ou moins compris. Et dans les corps conducteurs, il va transformer Orion aveugle en roman. C'est-à-dire qu'il a fait exactement ce qu'a fait Proust en écrivant le Contre Sainte-Beuve. Proust a écrit le Contre Sainte-Beuve, il a commencé par écrire un essai. Et puis tout à coup, en écrivant cet essai s'est mis à se transformer en roman. C'est absolument extraordinaire. C'est exactement ce qu'a fait Simon, en un sens, qui transforme Orion aveugle en un roman. C'est un roman donc, que j'ai lu, c'est le seul roman, c'est le premier roman pardon, que j'ai lu de Simon il y a plusieurs années, quand je l'ai découvert. Et c'est un roman extraordinaire, c'est une suite de descriptions. C'est un roman qui ne raconte rien, qui est sans intériorité, sans auteur, sans psychologie, qui est une suite de descriptions entremêlées. Il y a 7 suites de descriptions. Et alors, on n'a pas le droit d'avoir accès aux archives des corps conducteurs. C'est-à-dire, c'est un texte, pour l'instant, qui reste. On ne peut pas, les chercheurs ne peuvent pas travailler sur la confection du livre. Il y a une note, simplement, qui explique, de Simon, qui explique que les 7 séries, je vous les donne très, très rapidement, c'est-à-dire les 7 tableaux, si vous voulez, que vous trouvez dans les corps conducteurs. Le premier décrit un homme malade progressant péniblement dans la rue d'une grande ville du continent américain. 2. Une colonne de conquistadors ou de guerrilleros progressant péniblement dans la jungle. 3. Un long et pénible voyage en avion au-dessus de l'Amérique du Sud, jungle, désert, etc. 4. Nuit unique qu'un homme et une femme passent ensemble. 5. Pénible progression, bavardage stérile, redite, malentendu, querelles oiseuses, d'un colloque d'écrivains dans une ville d'Amérique du Sud. 6. Consultation chez un médecin et attente pénible dans son salon. 7. Description du tableau de Poussin, Metropolitan Museum, Orion aveugle se dirigeant vers la lumière du soleil levant. Voilà de quoi est fait les corps conducteurs. Ces 7 descriptions entremêlées. Ici, dans l'endroit de Claude Simon, dans cette région, finalement, il était peu célébré, alors que c'est un écrivain majeur, qu'il a eu le prix Nobel de littérature, mais ce n'est pas pour ça que je dis que c'est un écrivain majeur. Je dis que c'est un écrivain majeur à cause de son écriture et de ses livres. Pour moi, par exemple, le tramway de Claude Simon, j'ai commencé par le tramway parce qu'il y a très longtemps, j'avais commencé par l'Acacia, j'étais trop jeune, j'y étais pas arrivée. Et le tramway, pour moi, c'est formidable parce que le trajet, non mais c'est surtout le trajet du tramway, c'est le trajet de mon autobus quand j'allais à l'école. Oui. Tu vois, à Perpignan, je partais de Canet, j'allais à l'école. Et à un moment, il parle, dans le tramway toujours, de ce château fait comme au 19e. Il se moque un peu des propriétaires du château de l'Esparou qui est à Canet, qui est un endroit que je connais par cœur, mais chaque mètre carré, je le connais par cœur, je l'ai arpenté toute mon enfance dans les vignes, toute mon enfance à côté de l'étang, dans le bois de pin, dans le bois de mimosa. Tu vois, je le connais par cœur, puisque ma mère était bossée au château de l'Esparou, et que moi, quand je rentrais de l'école, et puis le mercredi, ou le jeudi, je ne sais plus quel jour c'était, le mercredi et le samedi, j'arpentais ça quand il y avait les vendanges, tu vois, enfin c'était un truc. Donc quand Claude Simon, pour moi, c'est à la fois complètement raccroché personnellement, et puis après évidemment, il y a toutes sortes d'autres textes que j'ai lus, Le vent, les Géorgiques, La route des Flandres, enfin bon, c'est l'herbe.
avec cette phrase au début, je ne sais plus s'il cite Tourguenieff ou juste justement, la phrase qui est citée au début de l'herbe de Simon, de mémoire, elle est de Tourguenieff, et il souligne le fait qu'on ne peut, si l'on veut, ne faire que regarder l'herbe pousser. Pardon? Un clap.